Vous avez 1 minute pour partir. Le PDG m'a viré devant tous les dirigeants. Je suis partie en disant merci. Immédiatement après, 12 ingénieurs se sont levés un par un, me suivant en silence. Il a ri avec arrogance, jusqu'à ce que le directeur juridique panique et dise « Appelez un avocat tout de suite ». Le premier bruit n'a pas été sa voix, mais le claquement sec d'un dossier qui se ferme. Puis, les mots qui ont déchiré l'air comme du verre brisé, avec effet immédiat, Evelyn Hayes, notre architecte système en chef, est licenciée. Pendant un instant, le silence a envahi la salle de réunion. Les graphiques se sont figés sur le projecteur. Les stylos sont restés suspendus au-dessus des carnets. Personne n'a scié. Et, au bout de la table, notre tout nouveau directeur général, Alexander Vance, a prononcé ma sentence avec la froideur d'un chirurgien. Il n'a montré aucune émotion et ne m'a pas regardé. Pour lui, j'étais un obstacle, pas une personne. J'ai senti le sang monter, chaud, derrière mes oreilles. Cela faisait 6 ans que je construisais la plateforme modulaire d'Omnicore. Ligne par ligne, clause par clause, tout réduit à une seule phrase. L'humiliation n'était pas privée, c'était un spectacle. Chaque directeur, chaque vice-président dans la salle regardait pendant que j'étais effacée, mais je n'ai pas donné à Alexander la satisfaction de me voir indignée. J'ai simplement rassemblé mes notes, relevé le menton et murmuré un mot qui a brisé le silence. Merci. Certaines personnes ont bougé, confondant ma réponse avec de la capitulation. Mais ce n'était pas le cas. Ils ne savaient pas ce que je savais. Plus qu'un simple poste dans un organigramme, j'étais l'épine dorsale de cette entreprise. C'est moi qui ai négocié la survie quand les budgets se sont effondrés, qui ai codé pendant les pannes, qui ai rendu possible la plateforme principale d'Omnicore, évaluée à 180 millions de dollars. J'ai enduré les nuits blanches, les événements de famille manqués, la lutte incessante pour prouver que le travail fait dans un laboratoire exigu importait plus que les discours creux des étages supérieurs. Alexander ne portait pas ce fardeau. Son CV était fait de diapositives et de slogans, polis dans des cabinets de conseil où rien de réel n'était construit. Il a pris le fauteuil de directeur général armé de jargon comme synergie, optimisation, chemin facile, comme si les mots pouvaient remplacer les années que j'avais sculptées dans l'acier et le silicium. C'était un homme ivre de titres, aveugle à la substance qui les soutenait. Ce matin-là, la vérité s'est cristallisée. Alexander a cru que me virer était un acte d'efficacité. Il a cru qu'il avait gagné. Mais pendant que le conseil d'administration me regardait comme une victime, je sentais quelque chose de plus aigu que le désespoir, la certitude. La certitude que je m'étais préparée à cette trahison. Et Alexander Vance, directeur général ou non, n'avait aucune idée de la puissance qu'il venait de me rendre. Le silence qui a suivi mon licenciement m'a poursuivi comme une ombre. Il s'est étiré dans le couloir, dans l'ascenseur et jusqu'au parking, où je suis restée agrippée au volant longtemps après que le moteur ait démarré. Pendant 6 ans, j'avais été l'ancre, celle qui stabilisait la tempête. Et en moins d'1 minute, Alexander Vance, le nouveau directeur général, m'avait largué devant les mêmes personnes qui m'avaient un jour acclamé comme indispensable. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle le chaos se répandrait au sein de l'équipe. Le lendemain matin, mon téléphone s'est rempli de messages, non pas de soutien, mais de confusion. Ethan a écrit « Peut-on continuer à travailler sur le code ?» Sophia a ajouté « Les RH ont dit que tout est en pause jusqu'à ce qu'un nouveau leadership soit confirmé. » Léo, l'éternel cynique, a simplement envoyé « Je suppose que nous sommes jetables, après tout ». Leurs mots débordèrent d'épuisement et d'incrédulité. C'étaient certains des ingénieurs les plus brillants avec lesquels j'avais travaillé, et soudain, ils ressemblaient à des soldats abandonnés au milieu d'une bataille. J'ai regardé chaque message, sentant ma poitrine se serrer. Le vide était insupportable. J'avais tellement lutté pour les protéger, pour créer un espace où la créativité s'épanouissait, où les délais ne tuaient pas les âmes. Maintenant, ils étaient à la dérive, sans but, se demandant si leur carrière s'était effondrée du jour au lendemain à cause de l'arrogance d'un exécutif. Le sentiment de culpabilité m'a consumé. Avais-je échoué? Mon silence dans cette salle de réunion nous a-t-il tous condamnés? Le doute s'est infiltré dans chaque recoin de mes pensées. J'ai repassé le moment où j'ai murmuré « merci » plusieurs fois, me demandant si cela avait semblé lâche, s'il pensait que j'avais simplement accepté la défaite. Pour la première fois depuis des années, j'ai remis en question mes propres instincts. Peut-être qu'Alexander avait raison. Peut-être que le leadership pouvait être remplacé par quelqu'un avec le bon sourire et les bonnes connexions. Puis, à 15 heures, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Daniel, le stagiaire. Il ne devrait rien savoir au-delà des protocoles d'assurance qualité et des rapports de bugs. Son message était court, presque décontracté. Ils ne savent pas qui détient le brevet original, n'est-ce pas? J'ai figé. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. De toutes les personnes, Daniel avait entrevu la vérité. Le silence qui ressemblait à une tombe s'est soudainement fissuré. Il avait raison. Il ne savait pas. Alexander ne savait pas. Le conseil d'administration ne savait pas. Aucun d'eux ne comprenait que, pendant les coupes budgétaires 2 ans plus tôt, j'avais sécurisé le brevet modulaire sous une entité séparée. Redline Systems, mon entité. Le projet original, les droits de licence, la structure qui soutenait tout. Ils n'étaient pas dans les coffres d'Omnicore, ils étaient dans les miens. Pendant un instant,
le vide a diminué. Le doute persistait encore. Mais en dessous, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le licenciement s'est allumé, l'avantage. La question de Daniel m'a rappelé que le jeu n'était pas terminé. En fait, il venait à peine de commencer. Ce soir-là, mon appartement ressemblait plus à une salle d'épreuve qu'à un foyer. Des contrats, des dossiers et des notes griffonnées s'empilaient sur la table de la cuisine, se répandant sur le sol en monticules inégaux. La lampe au-dessus de moi vacillait, projetant de longues ombres sur le désordre. Je pouvais presque entendre Alexander Vance dans son penthouse au mur de verre de l'autre côté de la ville, sirotant quelque chose de cher tout en répétant des slogans pour la réunion avec les investisseurs le lendemain. Il avait l'horizon de la ville. J'avais de la peinture écaillée et des papiers tachés de café. Le contraste était presque comique. J'étais assise sur ma chaise, enveloppée dans le silence, le genre de silence qui presse sur la poitrine et rend l'air plus lourd qu'il ne devrait l'être. Mon téléphone vibrait occasionnellement avec un autre message anxieux de l'un des ingénieurs, mais je ne répondais pas. Je n'avais aucun réconfort à offrir. Tout ce que j'avais, c'était les fichiers que j'avais sortis des boîtes de stockage, des restes de chaque négociation de contrat, de chaque réunion budgétaire, de chaque moment où j'avais lutté bec et ongles pour maintenir notre projet en vie. La solitude était tranchante. J'avais donné des années de ma vie à Omnicore. En retour, j'avais été jetée comme un circuit usé. La pensée me hantait. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être que j'étais finie. Mais chaque fois que le doute chuchotait, une autre voix le repoussait, la même qui m'avait tenue éveillée pendant les nuits de travail, la même qui avait lutté contre les coupes budgétaires, la même qui avait refusé de laisser mon travail disparaître sous le nom de quelqu'un d'autre. Mes yeux piquaient pendant que je feuilletais dossier après dossier. Cela semblait inutile, comme creuser dans les cendres, jusqu'à ce que j'ouvre une enveloppe jaunie, cachée sous une pile d'anciens rapports trimestriels. À l'intérieur se trouvait un email imprimé daté de 2 ans auparavant. Je m'en suis souvenu instantanément. Le département financier avait annoncé un réajustement budgétaire. Traduction. Notre équipe serait démantelée. C'est cette nuit-là que je suis restée éveillée jusqu'à l'aube pour élaborer un plan alternatif qui redirigerait notre système modulaire vers une entité juridique distincte. Mon pouce est accéléré pendant que je relisais les mots, cette fois plus lentement, laissant chaque phrase fendre le brouillard de l'épuisement. Enfoui au milieu de l'email se trouvait une clause si banale qu'elle semblait inoffensive. En cas de fin de financement du projet ou de supervision du leadership, tous les droits reviennent à l'architecte original jusqu'à une réintégration complète. J'ai posé le papier sur la table, mes mains tremblaient, c'était ça. C'était le fil que personne d'autre n'avait remarqué. Alexander a cru qu'en me retirant mon titre, il prendrait le contrôle. Il a cru que l'humiliation publique effacerait des années de préparation. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que son acte de me licencier avait déclenché la clause qui remettait le brevet entre mes mains. La pièce était toujours petite, toujours en désordre, toujours étouffante. Mais soudain, elle ressemblait moins à une prison et plus à un centre de commandement. Seul, oui, épuisé, certainement. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose de plus fort, de plus tranchant, la détermination. Il venait de me donner la clé. La première fissure dans l'empire d'Alexander Vance est arrivée un jeudi matin, exactement 9 jours après mon licenciement. Je n'étais pas là en personne, mais je n'en avais pas besoin. La nouvelle se répand vite dans le monde de la technologie, encore plus vite quand quelque chose tourne mal devant l'argent. Des investisseurs avaient repris l'avion depuis 3 villes, entassés dans l'auditorium en verre d'Omnicore pour la démonstration de produits soigneusement orchestrés. Alexander leur avait promis une présentation impeccable, le genre de spectacle qui convainc des hommes prudents en costume de signer des chèques d'1 milliard de dollars. Au lieu de cela, ils ont eu le silence. Le panneau de démonstration s'est allumé, a clignoté, puis s'est figé sur une seule ligne de texte qui brillait en gris stérile sur un écran blanc. Autorisation de licence expirée. Au début, personne n'a semblé comprendre ce que cela signifiait. La pièce a murmuré avec une confusion polie, le genre de murmure qui atténue généralement les petits pépins techniques. Alexander a forcé un rire, de ceux qui s'étirent trop, et a fait signe à l'équipe d'ingénierie à l'arrière. « Juste un petit accro !» a-t-il crié. 2 minutes. Mais 2 minutes sont devenues 10. 10, 20, chaque clic produisait le même résultat. Autorisation de licence expirée. J'étais chez moi, dans mon appartement exigu, regardant les mises à jour arriver via un canal Slack privé dont mon ancienne équipe ne m'avait pas encore retiré. Ethan a tapé « Ils sont en sueur. Les gars des opérations ne peuvent pas accéder à l'environnement de test. » Sophia a ajouté un seul emoji, un cadenas. Je me suis calée dans ma chaise, les coins de ma bouche se relevant malgré moi. Puis est venu le moment que j'attendais, le dérapage. Au milieu de la confusion, Hélène, la directrice des opérations, a élevé la voix au-dessus du bourdonnement des murmures nerveux. « Attendez », a-t-elle dit, en tenant une tablette. « On est en train de dire qu'on a vraiment perdu le contrôle de la plateforme ?» Les mots ont fendu la pièce. Les investisseurs ont tourné la tête à l'unisson, les yeux plissés. Le sourire d'Alexander a craqué, le masque soigneusement poli s'est effondré. Pour la première fois, il ressemblait moins à un directeur général qu'à un enfant pris la main dans le sac à biscuits. « Bien sûr que non !» a-t-il bégayé en tirant sur ses boutons de manchette. « Nous avons des redondances. Tout va bien. » Mais sa voix l'a trahi. Elle a vacillé sur la dernière syllabe,
juste assez pour envoyer une vague de doute à travers la foule. Je l'ai imaginé à ce moment-là, dans son costume sous les lumières vives de l'auditorium, la sueur qui perlait sous son col, tandis que les cadres chuchotaient et que les investisseurs regardèrent leurs montres. Et moi, j'étais à des kilomètres de là, dans une chaise d'occasion à une table en désordre, sentant un courant silencieux de triomphe pulser dans mes veines. C'était le pouvoir de la préparation. La récompense pour avoir lu chaque ligne de chaque contrat quand personne d'autre ne s'en souciait. Ils pensaient que mon licenciement avait mis fin à l'histoire. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'était que me couper avait déclenché la même clause qui avait transformé le système en un coffre-fort verrouillé que seul je pouvais ouvrir. Je ne me suis pas vantée à voix haute. Je n'ai pas posté de messages énigmatiques en ligne. J'ai simplement croisé les bras, pris une profonde inspiration dans le silence de mon appartement et laissé la satisfaction s'installer profondément dans ma poitrine. Pour la première fois depuis cette embuscade dans la salle de réunion, je ne me suis pas sentie effacée. Je me suis sentie inévitable. Le lendemain de l'effondrement de la démonstration, mon téléphone a sonné avec un numéro que j'ai immédiatement reconnu, les ressources humaines. J'ai failli ne pas répondre. Une partie de moi voulait le laisser sonner jusqu'à ce qu'ils se taisent pour leur rappeler que je ne leur devais rien. Mais la curiosité a été plus forte. Quelle excuse inventerait-il maintenant? Evelyne? La voix était gaie, polie et excessivement enjouée. Comment vous portez-vous? Nous étions tellement inquiets. Inquiets? Le mot sonnait comme une blague. Où était leur inquiétude quand Alexander m'a coupé devant le conseil d'administration? Où était-elle quand l'équipe a paniqué? Quand le système a commencé à leur échapper? J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, non pas par nécessité, mais par contrôle. Je vais bien, ai-je dit sans embâge. Tant mieux, tant mieux. La représentante s'est dépêchée, comme si elle avait peur que je raccroche. Écoutez, les derniers jours ont été difficiles, mais le leadership a discuté et nous pensons qu'il serait mutuellement bénéfique que vous reveniez. Nous aimerions beaucoup restaurer la continuité. J'ai fermé les yeux, laissant les mots me frapper. Mutuellement bénéfique. Restaurer la continuité. De jolies phrases pour masquer le désespoir. Ils n'appelaient pas parce qu'ils me valorisaient, ils appelaient parce qu'ils se noyaient. J'ai imaginé Alexander faire les 100 pas dans son bureau d'angle, exigeant que les RH arrangent ce gâchis. Ils ont probablement répété cet appel, choisissant des phrases qui sonnaient chaleureuses, mais pas excusantes, urgentes, mais pas désespérées. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'était que chaque syllabe suintait la peur. J'ai gardé ma voix calme. « Vous voulez que je revienne? » « Eh bien, oui, » a-t-elle dit rapidement. « Les investisseurs sont agités et l'équipe vous respecte clairement. C'est une question de stabilité, bien sûr, et nous serions ravis de discuter d'ajustements à votre rémunération. Et voilà, l'appât. L'argent. Le pansement universel qu'il pensait pouvoir guérir n'importe quelle blessure. Il croyait que je pouvais être acheté, que mon silence, ma loyauté, mon architecture pouvaient leur être revendus avec le bon nombre de zéros. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle soit mal à l'aise. Puis, j'ai parlé lentement, avec soin, chaque mot tranchant comme une lame. « Vous n'avez pas assez d'argent, » ai-je dit. Elle a bégayé. Je suis désolée. « Vous n'avez pas assez d'argent pour racheter la vérité, » ai-je continué. « Ni les nuits blanches, ni les années que j'ai passées à protéger un système que vos cadres n'ont jamais compris, ni le brevet que vous avez essayé d'enterrer, et certainement pas mon silence. » La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration, rapide et superficielle, cherchant un script qui n'existait pas. Pour la première fois depuis l'embuscade d'Alexander, je n'ai ressenti aucune trace de doute, seulement de la clarté. Ils me voulaient de retour parce qu'ils avaient enfin compris. La fondation était mienne, pas la leur. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse se ressaisir. Pas de cris, pas de jubilation, juste une rupture nette, ma voix ferme, mes mains calmes. Ils pensèrent que le pouvoir vivait dans le bureau du directeur général. Mais ce jour-là, je savais la vérité. Le pouvoir vivait dans le refus d'être acheté. 2 jours après avoir raccroché au nez des RH, un email est arrivé dans ma boîte de réception avec une ligne d'objet qui m'a fait m'arrêter. Invitation à discuter d'alignement stratégique. L'expéditeur n'était pas Omnicore. C'était un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Ardent Dynamics. L'un de nos concurrents les plus féroces. Je l'ai regardé pendant une longue minute, mon doigt planant au-dessus de l'option de suppression. Cela semblait trop opportun, avec un timing trop parfait. Le système venait à peine de s'effondrer. Le conseil d'administration était en panique. Et maintenant, un rival voulait parler. Des drapeaux rouges partout. Pourtant, la curiosité est une chose tenace. J'ai ouvert l'email. Le message était court, presque énigmatique. Nous comprenons les turbulences actuelles. Si vous êtes ouverte à un dialogue, nous aimerions nous rencontrer. C. Dalton, Chris Dalton. Le nom m'a frappé comme un choc de mémoire. Il avait été l'un des nôtres. Un ingénieur senior avec un esprit vif et une langue encore plus vive. Il y a des années, Alexander l'avait viré lors d'une restructuration, le qualifiant d'incontrôlable. Chris avait ri amèrement, dit qu'Alexander ne reconnaîtrait pas l'innovation même si elle le mordait, et était parti. Maintenant, il était là,
représentant ardent. Mon instinct criait à la prudence. Les rivaux ne s'approchent pas par gentillesse, ils s'approchent pour un avantage. Pourtant, j'ai accepté de prendre un café dans un café tranquille en bordure du centre-ville, le genre d'endroit où la musique était trop douce et les serveurs ne se mêlaient pas de leurs affaires. Chris avait l'air plus vieux, des rides sculptées autour de ses yeux, mais son sourire était le même, moitié amusé, moitié défiant. « Evelyn Hayes », a-t-il dit en glissant dans la cabine en face de moi. « Je ne pensais pas voir le jour où vous seriez à l'extérieur, à regarder à l'intérieur. La vie surprend, » ai-je répondu calmement. Il a ri. Alexander a toujours eu le don de chasser les gens qui comptent vraiment. D'abord moi, maintenant vous. Bien que je dirais que vous avez construit beaucoup plus avant qu'il ne vous pousse de côté. Je l'ai étudié, cherchant l'angle. Vous ne m'avez pas appelé ici pour se remémorer le passé. Vous avez raison, a dit Chris en se penchant. Ardent veut ce que vous avez construit. Nous avons suivi le désastre. Les investisseurs chuchotent. Les clients doutent. Mais vous et moi savons que le système ne fonctionne pas sans vous. Mon pouls s'est accéléré, mais j'ai gardé mon expression inchangée. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Ce sourire à nouveau, plus aigu cette fois. Il a sorti une tablette de sa sacoche et l'a fait glisser sur la table. Sur l'écran se trouvait une copie du document de licence d'Omnicore, le même contrat que j'avais rédigé 2 ans plus tôt. Il a tapé sur une clause surlignée en jaune. Alexander ne sait pas, n'est-ce pas, que vous êtes la seule à pouvoir activer les modules. Sans vous, ce n'est qu'une coquille. Pendant un instant, le bruit du café a diminué, comme si le monde retenait son souffle. J'ai regardé les mots que je connaissais déjà par cœur. Clause 7.2.1. La clause de supervision. Ma clause. Chris s'est reculé, satisfait. Alors, Evelyn, la question n'est pas de savoir si le système fonctionne. C'est de savoir si vous voulez qu'il fonctionne pour eux ou pour quelqu'un d'autre. J'ai bu mon café, masquant la tempête intérieure. La prudence s'est enroulée étroitement autour de mes côtes. Mais, en dessous, la curiosité scintillait. Pour la première fois, quelqu'un en dehors d'Omnicore a dit la vérité à voix haute, et cela a tout changé. Les gros titres du matin m'ont presque fait rire. Omnicore rétablit la stabilité, le système est de nouveau en ligne. Alexander a dû nourrir l'histoire à la presse lui-même, plaçardant sa photo dans tous les médias comme le sauveur qui a dompté la tempête. Il s'est pavané devant le conseil d'administration ce jour-là, déclarant le système entièrement restauré, grâce aux efforts héroïques de l'équipe DevOps. Il a parlé avec une confiance concise, sa voix pleine d'autorité, comme si la clause que j'avais écrite 2 ans plus tôt n'existait pas. Pendant quelques heures, les gens l'ont cru. Le conseil d'administration a cessé de paniquer. Les investisseurs se sont détendus. Et même certains membres de mon ancienne équipe m'ont envoyé des messages de confusion. « Il l'a vraiment réparé ?» a demandé Ethan. Sophia a envoyé un point d'interrogation. Rien de plus. J'ai regardé l'écran, le ventre noué. Alexander jouait avec des illusions. Et les illusions peuvent être dangereuses si elles ne sont pas contestées. Mais je connaissais la vérité. Un système n'est pas restauré en ignorant les contrats ou en prétendant que les licences n'ont pas d'importance. Quoi qu'il fasse fonctionner, c'était une façade, une coquille vide conçue pour tromper ceux qui ne savaient pas où chercher. Et puis, moins de 24 heures plus tard, c'est arrivé. Exactement à 9h17 du matin, le système s'est effondré à nouveau. Ce n'était pas un hoquet, ni un gel temporaire. C'était une défaillance complète. Les environnements de démonstration, les bacs à sable des clients, même le banc de test des investisseurs est devenu noir. Des écrans dans tout le bâtiment se sont allumés avec la même ligne de texte que j'avais vue auparavant. Autorisation de licence expirée. Dans les bureaux d'Omnicore, la panique a éclaté. Je l'ai appris par Léo, qui m'a envoyé un message frénétique. Il est en train de devenir fou. Ils ne peuvent accéder à rien. Même pas à l'environnement de test. Dans la matinée, la nouvelle avait déjà fuité. Les journalistes qui avaient fait l'éloge d'Alexander quelques heures plus tôt le tournaient maintenant comme des requins, se demandant comment une plateforme prétendument restaurée pouvait à nouveau échouer si catastrophiquement. Dans la salle de réunion, le chaos régnait. Alexander a tenté de bluffer, criant au sabotage et aux pannes techniques, mais les visages qui le fixaient n'achetaient plus l'histoire. Quelqu'un a exigé des preuves, un autre a demandé les journaux. C'est à ce moment-là que la vérité a éclaté. La prétendue réparation qu'il avait exhibée n'était rien de plus qu'un environnement de démonstration superficielle. Aucune fonctionnalité réelle, aucune autorisation légale, rien de durable. Un directeur senior a finalement dit à voix haute « Vous nous avez dupés. Ce n'était pas une restauration, c'était du théâtre. » Le visage d'Alexander a perdu ses couleurs. La patience du conseil d'administration, déjà épuisé, a craqué. Les investisseurs ont commencé à annuler les appels. Les partenaires ont gelé les négociations. L'homme qui était entré dans son poste de directeur général avec une telle arrogance ressemblait maintenant à un animal acculé. Les yeux bougeaient nerveusement, la sueur perlait sous son col. J'étais assise dans mon appartement, regardant tout se dérouler en temps réel à travers des mises à jour et des chuchotements, le chaos se répandant, et pour la première fois, ce n'était pas mon chaos à porter, c'était le sien. Le système faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu, se protéger des mains qui ne lui appartenaient pas. Et Alexander Vance venait d'être démasqué comme une fraude devant tous ceux qui avaient un jour cru en lui. Quand l'appel du conseil d'administration est arrivé,
Je n'ai pas été surprise. Le deuxième effondrement du système ne leur laissait pas le choix. Ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle le ton est passé du dédaigneux au désespéré. Ils me voulaient dans la chambre exécutive le lendemain matin. Je suis arrivée tôt, passant devant des murs où les employés faisaient semblant de ne pas me fixer. L'air était lourd, comme si tout le monde attendait un verdict. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était tendue. La moitié des directeurs avaient le visage rouge de frustration, l'autre moitié, pâle de peur. Et Alexander Vance, l'homme qui m'avait humilié devant cette même table, se tenait près de la porte comme un chien de garde tremblant à sa laisse. « Evelyn » a-t-il commencé, la voix défaillant juste assez pour le trahir. « Il n'y a pas besoin de ça. La situation est sous contrôle. Nous ne nous assiérons pas, Alexander. » L'un des directeurs a lancé. Il a tressailli, mais n'a pas bougé. Je ne l'ai pas regardé. Mon attention était sur la longue table, sur les rangées de visages soudainement dépouillés d'arrogance. « Merci d'être venu » a dit le président avec soin, comme si chaque mot pouvait se briser. Nous aimerions discuter d'une voie à suivre. J'ai posé mon dossier sur la table, avec un calme délibéré. Je ne suis pas ici pour redemander mon emploi, ai-je dit. Soyons clairs. Un murmure a balayé la pièce. Il s'attendait à une négociation. Peut-être des excuses, peut-être une exigence de compensation. Au lieu de cela, j'ai gardé ma voix ferme, mon regard constant. Je ne reviendrai pas à Omnicorp. Je ne restaurerai pas votre accès. Ce que je vais faire, c'est vendre le brevet. Le silence qui a suivi a été assez aigu pour couper la peau. Un directeur a laissé tomber son stylo. Un autre a inspiré très fort. La mâchoire du président s'est bloquée, luttant pour traiter ce qu'il venait d'entendre. Alexander a finalement retrouvé sa voix, presque en hurlant. « Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas l'autorité. » Mais les documents devant moi disaient le contraire. Leurs signatures, leurs approbations, leurs échecs de supervision, chaque détail gravé en noir et blanc. La vérité était indéniable, et il le savait. Je me suis calée dans ma chaise, le froid de ma certitude remplissant la pièce. Ce n'est pas une négociation, c'est une issue. Le choc de la salle de réunion persistait encore dans mon esprit, quand je suis entrée dans le hall de marbre d'Ardent Dynamics 2 jours plus tard. L'air sentait l'ambition polie, la moquette neuve, la peinture fraîche, le bourdonnement calme des gens qui ne s'efforcèrent pas de dissimuler un effondrement. Pour la première fois depuis qu'Alexander m'avait renversée, je suis entrée dans une pièce, non pas comme une personne mise au rebut, mais comme la personne qui détenait les clés. Chris Dalton attendait, le même sourire aigu sur son visage. Il ne s'est pas donné la peine de faire de la conversation futile. « Ils savent que vous avez gagné », a-t-il dit. « La seule question qui reste est de savoir si vous allez les laisser vivre avec les ruines ou si vous allez nous laisser construire quelque chose de mieux. » Dans la salle de conférence à l'étage, le contrat était ouvert. Des chiffres écrits si grands qu'ils semblaient presque irréels. 1,1 milliard de dollars. Mon nom imprimé de manière soignée en haut. Non plus attaché à Omnicorp, mais à moi. Seul. Le signer signifierait couper le dernier lien, mettre fin aux nuits blanches à me battre pour une entreprise qui m'avait jeté. J'ai laissé ma main planer au-dessus de la page. L'argent n'était pas le problème. Le pouvoir l'est rarement. Ce qui me dérangeait, c'était le but. Je n'avais pas dédié des années de ma vie à un code juste pour le voir transformé en une arme de cupidité. Peu importait quelle société tenait les rênes. Alors, j'ai fait un choix. Avec Chris qui regardait, j'ai fait glisser une deuxième page sur la table. Ma clause, ma condition. Le système serait vendu, oui, mais avec une seule stipulation, je servirai d'architecte conseil en chef, pas d'employé, pas de figure de proue, mais la gardienne de la façon dont la technologie serait utilisée. Chris a levé les sourcils, puis a hoché la tête lentement. Protégez votre travail même après votre départ. Je n'aurais pas dû m'attendre à moins. Quand le stylo a finalement touché le papier, un poids est sorti de ma poitrine. La libération n'est pas venue sous la forme de chiffres sur un chèque. Elle est venue en reprenant la propriété de ma création, en choisissant qui la méritait et à quelles conditions. J'ai signé avec des mains fermes, résolu et calme. Omnicorp avait essayé de m'effacer. Au lieu de cela, je me suis écrite dans l'histoire de mes propres mains. 14 jours. C'est tout ce qu'il a fallu à Omnicorp pour s'effondrer. Les gros titres sont venus en premier. Brevet perdu, Omnicorp s'effondre. Puis sont venus les chiffres. Brutaux dans leur précision, les actions ont chuté. Des milliards de dollars ont été perdus en une seule journée. Les partenaires ont fui. Les contrats ont été dissous. Et l'empire qu'Alexander Vance avait tant vanté s'est effondré sous le poids de sa propre arrogance. L'homme qui avait autrefois souri en me dépouillant de mon titre était maintenant réduit à une histoire d'avertissement chuchotée dans les salles de réunion. Le directeur général qui n'a pas lu les petites lignes. J'ai tout regardé se dérouler avec un sentiment tranquille d'inévitabilité. Les mêmes personnes qui avaient applaudi mon licenciement s'efforcèrent maintenant de se distancier d'Alexander. Les actionnaires ont exigé sa démission et le conseil d'administration, acculé par sa propre négligence, l'a forcé à partir. L'image finale reste gravée dans mon esprit. Une conférence de presse, les caméras clignotant frénétiquement. Alexander était assis de côté, les yeux vides, la cravate dénouée, ses épaules affaissées comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. Pour la première fois, l'homme qui s'épanouissait sous les projecteurs s'en est recroquevillé. Et puis, j'étais là. Je suis entrée dans la lumière des caméras, mais pas ferme, ma posture inébranlable. Les journalistes criaient à mon nom,
Les objectifs suivaient chacun de mes mouvements, et le contrat attendait devant moi. J'ai levé le stylo. Le poids des années s'est condensé en ce seul instant. Les flashs se sont allumés, me baignant de lumière, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien senti qui me tirait vers le bas. Aucune honte, aucun doute, juste de la fierté, tranchante et brillante. J'ai dit « merci », je leur ai dit doucement, parce que c'était le moment où ils m'avaient remis tout le pouvoir. Le silence qui a suivi a été plus lourd que des applaudissements. Après tout, on me demande encore si ça en valait la peine. L'humiliation publique, les nuits blanches et la lutte pour prouver ma valeur. L'ironie est que la plus grande trahison m'a donné la plus grande opportunité, et l'homme qui a essayé de m'effacer est devenu la preuve vivante que son pouvoir n'était qu'une illusion. Il pensait qu'en me faisant taire, ils auraient le contrôle. Ils ne savaient en pas que mon silence dans la salle de réunion était le son de ma propre vengeance. Le merci que j'ai dit n'était pas de la capitulation, mais de la victoire, car à cet instant précis, leur jeu a commencé à s'effondrer. La vengeance, en fin de compte, n'est pas venue avec des cris ou un incendie. Elle est venue avec la quiétude de mon stylo signant un nouveau contrat. Je n'ai pas eu besoin de prouver que j'étais indispensable. Ils l'ont prouvé pour moi quand leur empire s'est effondré. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? J'ai vraiment hâte de lire votre avis dans les commentaires. Et, si vous avez aimé mon histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser votre j'aime. Ça m'aide beaucoup. Partagez également avec d'autres personnes. Votre participation est très importante pour moi. Je compte sur vous. D'accord? Je vous attends pour la prochaine histoire.